Le monde entier avait les yeux tournés vers un seul homme, pour ce qui devait être son dernier match de Coupe du Monde. Il n'a pas soulevé le trophée. Ce n'est pas une star qui l'a empêché. C'est un collectif entier, sans joueurs véritablement dominants individuellement, qui a écrasé le tournoi de bout en bout. La question qu'on va poser aujourd'hui n'est pas qui a été le meilleur joueur. C'est comment un groupe sans star absolue peut-il devenir plus fort que n'importe quel individu, même le plus légendaire de l'histoire de ce sport. Pourquoi ce sacre déjoue le narratif attendu? L'Espagne vient de remporter sa deuxième Coupe du Monde de l'histoire, 16 ans après son premier sacre. Elle bat l'Argentine en finale, au terme d'un match disputé jusqu'en prolongation, sur un score minimal d'1-0. Ce qui rend ce sacre particulièrement intéressant à décortiquer n'est pas le score. C'est la manière dont l'Espagne l'a obtenu. Aucun joueur espagnol ne termine meilleur buteur du tournoi. Aucun joueur espagnol n'écrase les statistiques individuelles de la compétition. Le joueur élu meilleur de la compétition, Rodri, est un milieu défensif, un poste qui, par nature, ne brille jamais dans les résumés de but, mais qui fait tourner toute une machine collective. Voici la grande question psychologique. Dans un sport obsédé par les individualités, les ballons d'or et les récits de sauveurs solitaires, comment un collectif sans star véritablement dominante peut-il devenir la meilleure équipe du monde? La réponse ne se trouve pas dans le talent individuel de 11 joueurs. Elle se trouve dans un système construit patiemment, plusieurs années avant que le monde ne s'en aperçoive. Si cette question t'intrigue, abonne-toi tout de suite. Cette chaîne décortique chaque semaine la mentalité qui sépare les champions du reste. On plonge dans le chapitre 1. Chapitre 1. Un système construit avant les stars. Ce titre mondial n'est pas un coup de chance isolé. Il est la continuité directe d'un titre continental remporté 2 ans plus tôt par la même sélection, sous le même sélectionneur, avec une large partie du même noyau de joueurs. Un collectif bâti patiemment depuis plusieurs années, après 2 éliminations douloureuses et précoces lors des 2 éditions précédentes de la Coupe du Monde. Le sélectionneur espagnol a fait un choix qui semble évident, mais que très peu d'équipes appliquent réellement. Construire une identité de jeu stable, année après année, plutôt que de reconstruire son système à chaque tournoi en fonction des individualités disponibles. Cette identité repose sur la possession du ballon, la circulation rapide, un pressing collectif organisé, et surtout, une continuité de blocs de joueurs qui se connaissent par cœur depuis des saisons entières. Première leçon de cette masterclass, un collectif qui gagne un grand tournoi n'est presque jamais le fruit d'un rassemblement ponctuel de talents individuels. C'est le résultat d'un système construit sur la durée, suffisamment stable pour survivre à l'absence ponctuelle de tel ou tel joueur, et suffisamment cohérent pour que chaque nouvel arrivant sache immédiatement quel rôle il doit jouer dans l'ensemble. Le système précède la star, pas l'inverse. Abonne-toi dès maintenant si tu veux comprendre comment ce système absorbe chaque individualité sans jamais dépendre d'une seule. La suite arrive tout de suite. Chapitre 2. Aucun héros, 11 exécutants. Voici ce qui distingue vraiment cette sélection espagnole de la plupart des grandes équipes championnes du monde de l'histoire, l'absence totale d'un joueur qui concentre, à lui seul, l'essentiel de la responsabilité offensive et du récit médiatique. Le milieu de terrain fonctionne comme un trio interchangeable où chacun peut occuper le rôle de l'autre selon les circonstances du match. Devant, 2 attaquants issus du même club forment une association fluide, sans qu'aucun des deux ne cherche à écraser les statistiques de l'autre. Le joueur désigné meilleur du tournoi n'est pas un buteur spectaculaire, mais un récupérateur de ballons et un métronome tactique, capable de faire ralentir ou accélérer le jeu de toute une équipe par ses seuls choix de passe. Le but décisif de la finale illustre parfaitement ce fonctionnement, il n'est jamais l'œuvre d'un seul homme. Un latéral centre, un ailier remise de la tête, un attaquant conclu. 3 joueurs différents, 3 rôles différents, un seul geste collectif décomposé en 3 maillons indispensables. Deuxième leçon de cette masterclass, et elle est fondamentale. Dans un collectif réellement performant, la responsabilité de la réussite n'appartient jamais à une seule personne. Elle est distribuée, partagée, répétée à chaque phase de jeu par des joueurs différents. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas avoir de sauveur unique. C'est, au contraire, l'une des formes de solidité les plus difficiles à construire dans n'importe quel groupe humain, parce que ça demande à chacun d'accepter de ne jamais être, seul, le héros de l'histoire. Si cette idée de responsabilité partagée résonne avec un groupe que tu diriges ou dans lequel tu évolues, abonne-toi et active la cloche. C'est exactement ce genre de mécanique mentale qu'on étudie ici chaque semaine.
Chapitre 3. La preuve par l'adversaire. Pour bien comprendre la force de ce collectif, il faut regarder qui il a affronté en finale. L'Argentine arrive à ce match avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, disputant très probablement son dernier match de Coupe du Monde. Le récit collectif autour de cette finale, dans la quasi-totalité de la presse mondiale, se concentre sur cet homme et sur la possibilité d'un ultime exploit individuel avant la retraite internationale. Ce récit n'est pas déraisonnable. Ce joueur a déjà, par le passé, porté une sélection entière jusqu'au sommet du monde par la seule force de son génie individuel. Mais cette fois, en face, il ne trouve pas une défense isolée ou un système fragile. Il trouve un bloc collectif d'une cohérence rare, où chaque espace qu'il pourrait exploiter est immédiatement recouvert par un partenaire, où chaque intervalle est refermé avant même d'être ouvert. Le résultat est sans appel. L'Argentine, portée par l'un des plus grands génies individuels de l'histoire du sport, ne parvient pas à faire trembler un système collectif qui, lui, ne repose sur aucune individualité comparable. Un joueur du camp adverse, interrogé après le match, résume la soirée en évoquant un combat acharné jusqu'à la 125e minute face à un adversaire d'une rigueur totale. Troisième leçon de cette masterclass, et c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Le génie individuel, aussi exceptionnel soit-il, ne suffit jamais, seul, à renverser un système collectif suffisamment solide. L'histoire du sport regorge d'exemples inverses, où une star exceptionnelle a porté un collectif fragile jusqu'au sommet. Mais face à un collectif réellement abouti, même le plus grand des génies individuels finit par se heurter à un mur qu'aucun éclair de génie isolé ne peut, seul, faire tomber. Abonne-toi maintenant si tu veux voir comment tout ce système se matérialise en une seule action décisive. À la minute la plus improbable du match, le climax arrive tout de suite. Climax, la finale, ou le collectif en une seule action. Pendant plus de 100 minutes, les deux équipes se neutralisent. L'Espagne domine la possession et le territoire, fidèle à son identité de jeu basée sur la maîtrise technique et la circulation du ballon, mais l'Argentine résiste avec une discipline défensive acharnée, portée par un gardien inspiré. Le match bascule en prolongation, sans qu'aucune individualité ne parvienne à forcer la décision seule. Puis, à la 106e minute, survient l'action qui résume, à elle seule, toute cette masterclass sur le collectif. Un défenseur latéral, souvent l'un des joueurs les moins mis en lumière du système, s'avance et centre depuis le flanc droit. Un ailier, davantage connu pour son activité défensive que pour ses statistiques de buteur, s'élève et remise le ballon de la tête, sans même chercher à conclure lui-même l'action. Un troisième joueur, présent au bon endroit, au bon moment grâce à un placement collectif répété à l'entraînement des centaines de fois, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 3 joueurs, 3 gestes techniques différents. Aucun d'entre eux, individuellement, n'aurait pu marquer ce but seul. Le centre sans le remisage ne sert à rien. Le remisage sans la course du troisième homme ne sert à rien. La finition sans les 2 gestes précédents n'existe simplement pas. C'est ici que se joue le véritable climax psychologique de cette histoire. Ce but ne raconte pas l'histoire d'un homme providentiel. Il raconte l'histoire d'un système tellement bien huilé que la décision du match ne pouvait, presque logiquement, appartenir à un seul joueur. Le collectif ne s'est pas contenté de gagner le match. Il a marqué le but qu'il a scellé exactement à son image. Partagé, distribué, collectif jusque dans son dernier geste. Le bilan d'une masterclass sur le collectif. Voici le bilan que cette masterclass tire de ce sacre mondial. Première leçon retenue. Un collectif qui gagne un grand tournoi est presque toujours le fruit d'un système construit sur la durée, pas d'un simple rassemblement ponctuel de talents individuels. Deuxième leçon retenue. Dans un collectif réellement performant, la responsabilité de la réussite est distribuée entre plusieurs personnes, jamais concentrée sur un seul individu, aussi talentueux soit-il. Troisième leçon retenue. Le génie individuel, même le plus exceptionnel de l'histoire d'un sport, ne suffit jamais seul à renverser un système collectif suffisamment abouti. Quatrième leçon retenue, et c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo, le moment le plus décisif d'une aventure collective n'appartient presque jamais à une seule personne. Il appartient à l'enchaînement précis de plusieurs contributions, souvent discrètes, souvent peu spectaculaires individuellement, mais indispensables les unes aux autres pour produire le résultat final. Dis-moi en commentaire, dans un groupe, une équipe, une entreprise ou même une famille, qu'est-ce qui compte le plus selon toi? Avoir une star individuelle exceptionnelle
ou avoir un collectif où chacun accepte de ne jamais être seul, le héros de l'histoire? Je répondrai personnellement au premier commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour ne rater aucune prochaine masterclass sur la mentalité des plus grands champions du football. Like cette vidéo si elle t'a appris quelque chose et partage-la à quelqu'un qui dirige ou fait partie d'un collectif qui a besoin d'entendre cette leçon.